Bonsoir, je reçois dans cette interview Zoé Genot. Bonsoir. Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Avant de parler des négociations qui ont capoté entre CDH et Maire et écolo, je voudrais dire un petit mot de Barbara Durcel. Elle est décédée aujourd'hui, on a appris, elle est députée des filles. Tous les groupes politiques lui ont rendu hommage. Elle n'était pas très connue nécessairement des téléspectateurs. Comment, un mot pour la caractériser ou une anecdote? C'était un choc parce que c'est une députée très agréable. En fait, moi, je papotais vraiment avec plaisir avec elle à la cafétéria. Mais je dirais, ce que j'en retiendrai, c'est vraiment son combat pour le bien-être des animaux. Que ce soit les animaux domestiques, les animaux forestiers ou son dernier combat qui va aboutir dans quelques jours au Parlement contre le gavage des oies et contre toutes les techniques utilisées pour le foie gras. C'est vraiment quelqu'un qui avait cette lutte viscéralement pour le plus bien-être profond d'elle. Oui. Alors, parlons donc de ces négociations. Donc, il y a quelques minutes avant notre direct, Zakia Kadabi est sortie des négociations avec messieurs Ludgen et Chastel et elle a dit ce qu'il y a sur la table, c'est insuffisant, donc pas la peine de continuer. Est-ce que c'était un scénario attendu ? Mais on commençait tout doucement à s'y attendre. Parce qu'après Publifine, après le SAMU social, après le Casagate, pour nous, c'était très clair. Le plus important, c'était vraiment un basculement de système, vraiment d'assainir de manière profonde la vie politique pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et quand on voit ce qui était mis sur la table, ce qui était accepté par le CDH et le MR, eh bien, on a avancé en matière de transparence et autres, mais les grands changements fondamentaux qui sont pour nous, par exemple, le décumul, et on l'a vu dans le cadre, par exemple, du Casagate, où Armand de Decker prend un rendez-vous avec le ministre, et le ministre croit recevoir le député, et en fait, il reçoit l'avocat qui plaide pour un de ses clients. Il place les gens dans une situation tout à fait impossible. Le décumul, y compris avec les fonctions privées, pour nous, c'était vraiment un point basculant qui permette de passer dans une autre politique. Et là, il n'y avait pas d'accord entre les trois parties. Et là, il n'y avait aucun accord et aucune volonté d'avancer, on le sentait. Mais il y avait d'autres éléments. Il y avait par exemple cette idée sur les provinces ou peut-être redécouper les communes à Bruxelles. Et donc ça, pour nous, c'était aussi des chantiers qui pouvaient faire vraiment changer les choses, comme la dépolitisation de l'administration, mais là non plus, ça n'avançait pas. La suppression des provinces, pour nous, c'est vraiment un point fondamental. Et c'est clair que ça ne peut pas se décider du jour au lendemain. Il faut voir où vont les écoles, etc., etc. Mais par contre, mettre ça juste dans un groupe, nous dire c'est une bonne idée, vous avez raison les écolos, on va mettre ça dans un groupe de travail, ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment des éléments où on se dise il y a une véritable volonté d'avancer. Mais est-ce que vous aviez une véritable volonté d'aboutir? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Parce qu'en mettant la barre aussi haut, on peut se dire que c'est se donner beaucoup de chances de ne jamais y arriver. Surtout que vous aviez des filles derrière qui n'attendaient que ça. Ben donc nous, on a été très clairs dès le départ. C'était le fait de dire on ne veut pas spécialement aller au gouvernement, avoir des ministres. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait ce changement de système. Parce que si c'est pour recommencer, refaire la même chose et dans 6 mois être là avec de nouveaux scandales, c'est pas intéressant. Je pense que pour les citoyens ont vraiment compris maintenant que, quels que soient les sujets, pour qu'ils soient bien traités, il faut qu'il y ait de la transparence et il faut qu'il y ait un système qui permette aux citoyens de surveiller les choses. Ceci étant dit, comme je vous le disais, on a un peu l'impression d'assister à une guerre de positionnement entre défis et écolo pour savoir celui qui sera le mieux disant au niveau gouvernance, et MR et CDH qui essayent tant bien que mal de former des gouvernements et ont quelques peines d'y arriver. Au contraire, avec DEFI, on a d'excellents rapports. On travaille avec eux. C'est pas de la concurrence. On travaille avec eux dans d'autres domaines. Ils nous ont maintenant rejoints en partie en matière de cumul. Ils nous ont rejoints en matière de déclaration des rémunérations privées. Donc, ça nous permet d'avancer. Moi, quand des partis nous rejoignent sur ces dossiers, je ne vois pas du tout ça comme une concurrence. Je vois ça comme une excellente nouvelle. La contagion des bonnes idées se fait, tant mieux. Donc, l'option Ludgen de faire basculer les gouvernements sans les socialistes à Bruxelles, en fédération et en Wallonie, c'est fini? J'en sais rien, mais je pense que Ludgen n'était même pas représentant du CDH, parce que quand je vois en région bruxelloise, le gouvernement, la ministre Frémaux, CDH, ont continué à fonctionner tranquillement, comme si de rien n'était. Je ne sais pas très bien ce que a voulu faire Ludgen. Est-ce qu'il avait un petit problème à Bastogne parce qu'il allait perdre son magnorat, parce que le PS et le MR s'entendaient sur son dos et qu'il a voulu faire cet électrochoc? Je trouve que c'est un peu irresponsable. Mais là, vous le renvoyez, écolo le renvoie dans les cordes. Donc maintenant, il n'a plus de choix. Je ne sais pas s'il n'a plus le choix, mais en tout cas, c'est clair que nous, on ne veut pas avancer dans un système qui reste le même que celui actuellement. Alors, vous avez décidé de donner un bulletin au gouvernement bruxellois aujourd'hui, évidemment.
c'est dans l'air du temps. Hein. On est à la fin de l'année scolaire, on pense déjà aux secondes cesses. Et c'est une seconde cesse pour le gouvernement Vervoort, en fait? Mais donc tous les ans, on prend le temps de faire le point sur ce qu'a fait ce gouvernement cette année. Et il y a des dossiers qui ont bien avancé. Par exemple, on a félicité le ministre Gauzoin qui a lancé les tests de situation qui permettent de détecter quand il y a discrimination à l'embauche. Si quand on voit un CV et qui écrit Cécile, on dit ah excellent CV, et le même CV avec lequel écrit Semira, on dit ça ne va pas. Eh bien maintenant, c'est fini. On sera pénalisé si on a une attitude comme ça. Donc là, par exemple, on a félicité le ministre Gauzoin qui nous a rejoints sur cette initiative. Par contre, quand M. Vervoort crée, on avait un ministère en région bruxelloise. Maintenant, au bout de l'année, on en a 3 de plus. On est à 4 ministères. Là, on a un véritable problème. Surtout qu'on voit que, par exemple, pour ces administrations, il prévoit dans un arrêté une petite mention spéciale qui fait que pendant 2 ans, il pourra politiser à plein. Il y a une exception sur les règles d'engagement des statutaires pendant 2 ans dans cette administration. Alors là, ça ne va pas. Hein. On n'est plus à une époque où on peut créer des bidules gaiement et en plus continuer à les politiser comme il le fait. Est-ce que ce n'est pas un peu une période faste pour faire avancer vos revendications de manière générale? On voit au Parlement bruxellois, on a l'impression que c'est un peu open bar au PS. Comme il y a la crise, eh bien, il y a des textes à vous qui tout d'un coup sont soutenus par le PS, ou un revirement du PS sur, par exemple, l'avis de la commission du patrimoine, sa conformité, ou en Wallonie, les allocations familiales qui tout d'un coup passent. C'est un bon moment pour vous? Mais je pense que ça, c'est l'avantage d'avoir un gouvernement particulièrement faible en région bruxelloise. C'est que quelque part, le Parlement peut faire son travail. Et on l'a vu, en effet, sur les questions d'aménagement de territoire, où on a pu remettre un peu plus de consultation de la population, où on a pu faire pression pour qu'on tienne compte et on protège mieux les bâtiments, je dirais, exemplaires de la région, etc. Mais aussi en matière de bail de logement, où on a pu corriger une série de choses qui n'avaient pas été convenablement faites au niveau du gouvernement. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Au Parlement, on n'a plus des parlementaires presse-bouton, on a véritablement des parlementaires qui travaillent sur les textes, qui s'écoutent les uns les autres, qui essayent de trouver un accord et qui améliorent les textes du gouvernement. Pour moi, c'est une excellente période. C'est un peu comme s'il y avait déjà un peu de la nouvelle gouvernance qui existait au Parlement. Tout à fait. Pour moi, ça, c'est vraiment un progrès. Alors, parlons des commissions d'enquête, notamment la commission d'enquête au Parlement bruxellois, puisque c'est la première commission d'enquête que connaît le Parlement bruxellois. Et on a vu, c'était hier, Alain Marron, visé par le président de la SBL SAMU Social. Donc, il y a pression aussi sur les commissaires à Bruxelles, un peu comme en Wallonie. Mais donc, c'est Alain Marron qui a, je dirais, fait éclater le scandale du SAMU Social en demandant combien gagnaient les gens qui étaient dans le conseil d'administration du SAMU Social. Et là, hier, on voit le président du conseil d'administration qui demande à un des employés, c'est-à-dire payé avec nos impôts, payé normalement pour s'occuper des SDF, de faire une enquête sur 2 journalistes et sur notre député. Ça, c'est vraiment, je dirais, toutes les limites sont dépassées. Parce que c'est vraiment une technique de dire fouille dans sa vie familiale, fouille dans ses fréquentations, etc. On va bien trouver quelque chose pour... Ça veut dire quoi comme signal? Ça veut dire, si vous êtes un député courageux, on va essayer de vous embêter, de trouver l'une ou l'autre faille dans votre vie personnelle. Ça, c'est totalement inacceptable. Et on voit que c'est en train de se généraliser, puisque mon collègue Stéphane Azé, qui était avec d'autres, je dirais, dans les révélateurs de Publifin, se fait traîner au tribunal par Publifin, qui dit qu'on a abîmé son image. Mon collègue Georges Gilles-Quinet se fait traîner au tribunal par le mafieux du Kazakh-Gate, parce qu'il trouve que son image est attaquée dans la commission d'enquête où on met en effet à jour tout ce qui s'est passé. Ça ne va plus. En tant que parlementaire, c'est vraiment important qu'on puisse faire notre boulot et sans pression. Mais quand on le médiatise, heureusement, cette pression n'existe pas, puisque vous arrivez à la faire connaître. Tout à fait. C'est pour ça que certains ont dit « Ah, mais il ne faudrait pas sortir les documents dans le cadre du SAMU social ». Chaque fois qu'il y aura des choses qui sont notablement hors des clous, qui se font, on fera la vérité et on fera la transparence. Parce que je pense que c'est la seule manière de faire avancer les choses. Et quand on parle de transparence, aussi, on se demande pourquoi certains ont droit à des huis clos et pas d'autres. Donc là, il va y avoir la chef de cabinet d'Yvan Mayer qui a demandé un huis clos. On va sans doute le lui accorder. Une autre personne dont on ne connaît pas l'identité a demandé aussi un huis clos. Est-ce que ça n'empêche pas un peu à la publicité des débats? Mais oui, pour nous, il faut vraiment... Le huis clos peut être utilisé de manière exceptionnelle quand c'est par exemple un travailleur encore en exercice qui demande pour protéger, je dirais, sa future carrière, d'être entendu à huis clos. Ça peut s'envisager. Mais quand ce sont des gens qui ont posé problème et qui sont convoqués par la commission d'enquête, je trouve que le huis clos ne devrait pas être appliqué. Pour nous, ces huis clos qui se font comme ça, je dirais que quand ce ne sont pas pour des raisons vraiment très objectives, ça ne va pas.
Merci Zoé Genot. Demain, je recevrai Julie Degroot du CDH. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée.